Bonjour à tous. Donc, on va lancer ce webinaire, le second d'une longue série de webinaires Orcom dédiés à la franchise. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Franck Jalancelli, avocat chez Orva, qui nous donne de son temps pour éclairer un sujet important, le bail commercial, un sujet clé dans de nombreuses enseignes. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez un petit onglet en haut, sur le côté, pour poser des questions et je pourrai les faire suivre. Et donc, sans transition, on démarre sur ce webinaire. Donc, pour se présenter rapidement, alors je commence. Guillaume Casavant, donc en charge du pôle franchise chez Orcom. Pôle franchise pour accompagner les différentes enseignes et les franchisés. Et auparavant, une quinzaine d'années dans le domaine de la franchise, à développer les réseaux et en tant que franchisé. Donc, c'est un domaine que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et je laisse Franck se présenter. Donc, bonjour à tous, merci de votre présence à ce webinaire. Donc, Franck Jalancelli, donc moi je suis avocat associé au cabinet Orva Montargis, donc situé comme son nom l'indique à Montargis, cabinet qui fait uniquement du conseil, conseil aux entreprises, à la société, voilà. Donc, 99% de notre clientèle est constituée de sociétés. Donc, nous ne faisons pas de contentieux, nous faisons uniquement donc, du conseil. Et au sein du cabinet, donc, nous sommes deux avocats associés et un avocat salarié, et chacun a un peu son domaine d'intervention et de compétences. Et donc, moi, j'interviens essentiellement en matière de baux commerciaux, mais également baux professionnels, baux de droit commun et contrats commerciaux. Voilà. Donc, pour vous présenter aussi Orcom, en bref, Orcom, c'est un des leaders du marché de l'expertise comptable et du conseil en France. On s'appuie sur 5 verticales principales, donc Orcom, la partie comptable, le pôle social notamment, la partie juridique aussi pour les assemblées générales et les créations de sociétés. On a donc Orva, notre cabinet comptable, cabinet d'avocats, pardon, représenté par Franck ici présent. On a aussi une verticale dédiée au RH et on a fait un webinaire RH notamment semaine dernière avec Actiforce. Donc Actiforce, c'est du recrutement, c'est de l'outplacement et c'est du conseil RH. Et puis on a d'autres branches comme Stratorial sur le service public ou H3P sur de l'immobilier. Voilà. Orcom, c'est 1650 collaborateurs en France, une centaine d'associés, 55 bureaux. Et c'est aussi 10 bureaux à l'international, donc aux États-Unis, en Chine et à Londres. Et donc, pour ce qui nous concerne plus directement, le pôle franchisé réseau, c'est un pôle qui est créé pour accompagner et mettre au service des franchiseurs et des franchisés une expertise sur les réseaux. Donc, pour les franchisés, ça va de la création du business plan, des premiers contacts jusqu'à la maturité, donc tout ce qui est prévisionnel, tout ce qui est création juridique, les baux commerciaux, tout ce qui est social et RH, et puis évidemment le pilotage de la performance, notamment financier et les comptes annuels. On a aussi des services pour les sièges au niveau compta, en termes de fiscalité, en termes de contentieux, de RSE, de cybersécurité, d'accompagnement à l'international. Donc c'est vraiment très très vaste et c'est une boîte à outils intéressante dans laquelle on peut piocher en tant que tête de réseau. L'idée étant pour vous d'avoir un interlocuteur unique qui fluidifie les choses et qui derrière dispatche auprès des 55 bureaux qu'on peut avoir en France pour avoir des standards homogènes par rapport à tous les dossiers qu'on accompagne. Voilà, donc simplification,
facilitation et performance pour vous faire gagner du temps et pour vous faire gagner de l'impact. Ouais, juste une petite précision par rapport à ce que Guillaume a dit par rapport à Orva. Donc, Orva, en fait, c'est la branche avocat créée par Orcom. Donc, branche avocat qui regroupe plusieurs cabinets. Donc, Orva Montargis, que je vous ai présenté. Mais on a également Orva Orléans avec 2 avocats, un spécialisé en fiscal, un en droit social, et Orva Tours, donc situé à Tours, qui, lui, est dans le contentieux droit des affaires, droit social, droit public et droit pénal. Voilà, donc en fait, au sein de la branche avocat, tous les domaines de compétences et d'activités sont représentés. Voilà. Donc, par rapport au bail commercial, on trouvait que c'était un sujet intéressant à traiter dans la mesure où c'est vraiment un sujet clé pour les enseignes et les développeurs parce que, évidemment, l'emplacement dans le commerce, c'est quelque chose d'essentiel. Pour un développeur, il faut à la fois matcher le recrutement du franchisé et en même temps trouver le bon emplacement et le financement. Donc, il y a plusieurs choses qui doivent arriver au bon moment. Et clairement, si un bon emplacement n'assure pas forcément la réussite du franchisé, un mauvais emplacement contribue beaucoup à son échec. Donc, c'est quand même un point très important. Et outre le flux, la visibilité, il y a aussi des conditions et des contraintes juridiques qu'il faut maîtriser pour assurer la réussite d'un projet. Et c'est là où intervient l'expertise d'avocats et de Franck en particulier. Je te laisse la main. Merci Guillaume. Donc effectivement, l'emplacement, c'est essentiel. Ensuite, bon, le contenu du bail. Alors, ce qu'il faut surtout bien avoir en tête, c'est qu'un bail commercial, ce n'est pas un contrat d'adhésion, c'est un contrat négocié. Et souvent, dans les centres commerciaux, le bailleur est un institutionnel qui, lui, a pour objectif de faire tous ces baux selon les mêmes règles, les mêmes conditions. Mais ça, ce n'est pas un argument entendable. Moi, quand je vois des institutionnels en face qui me disent « Ah oui, mais nous, nos baux, on les fait tous comme ça », non, ce n'est pas entendable. Donc, un bail commercial, ça se négocie. Alors, il y a un statut, effectivement, dit d'ordre public, c'est-à-dire auquel on ne peut pas déroger, mais il y a énormément de clauses qui peuvent être aménagées. Donc, bon, les dispositions d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger. Alors, concernant le côté bailleur, bon, c'est l'obligation de délivrer le local. Donc, délivrer le local, ça veut dire le mettre à disposition du preneur, mais c'est aussi le permettre au preneur d'exercer l'activité prévue dans le bail. Donc, ça va au-delà d'une simple remise à disposition des locaux. Et cette obligation de délivrance, elle est continue pendant toute la durée du bail. Elle pèse sur le bailleur. Bon. Et donc, le bailleur, assumer ses obligations qui restent à sa charge, et notamment ce qu'on appelle les grosses réparations de l'article 606. Donc, pour synthétiser, c'est le clos et le couvert. Le locataire, lui, ses obligations principales, c'est bien évidemment de payer le loyer, de respecter la destination du bail et de prendre à sa charge les obligations en matière d'entretien et de réparation telles qu'elles sont prévues dans le bail, puisque là, il y a des aménagements possibles. Voilà, donc on comprend qu'il y a des obligations légales qui sont là pour protéger le locataire, mais que beaucoup de clauses en fait sont négociables et sortent d'une négociation entre bailleurs et preneurs. Voilà, donc peut-être pour préciser les dispositions d'ordre public, donc obligatoires, je te laisse
dérouler. Donc, bon, la durée minimale du bail qui est de 9 ans, c'est-à-dire qu'un bail commercial ne peut pas avoir une durée inférieure à 9 ans, il peut avoir une durée supérieure. La possibilité de résiliation triennale, alors ça, c'est une nouveauté, ça fait maintenant 12 ans, puisque c'est issu de la loi Pinel. En 2014, il y a eu une grosse réforme du statut des baux commerciaux qui n'avait pratiquement pas bougé depuis 1953, de sa mise en place. Voilà. Depuis 2014, on ne peut plus retirer au preneur sa possibilité tous les 3 ans de délivrer un congé et de mettre fin au bail. Sauf, on le verra plus tard, si la durée du bail est supérieure à 9 ans. Donc, la révision du loyer, qui est une révision légale qui se fait tous les 3 ans sur l'indice des loyers commerciaux, qui est le nouvel entre guillemets, depuis 2014, qui est l'indice légal. Avant, l'indice légal était l'indice du coût de la construction. Aujourd'hui, l'indice légal, c'est l'indice des loyers commerciaux, qui est plus favorable aux preneurs. Alors là, on va voir qu'il y a aussi des aménagements possibles. Donc, le droit au renouvellement, donc ça, c'est d'ordre public. À partir du moment où, au bout des 9 ans, le preneur remplit toujours les conditions, il bénéficie d'un droit au renouvellement. Et si, au bout des 9 ans, au moment du renouvellement, le bailleur refuse de renouveler, il doit verser ce qu'on appelle une indemnité d'éviction, qui correspond à la valeur du fonds. Le droit aussi de pouvoir céder le bail avec le commerce, en fait, lorsque le preneur arrête et a un successeur dans l'exploitation du fonds, le bail est de droit transmis à l'acquéreur du fonds de commerce. La non-résiliation du bail en cas de procédure collective, alors on le voit de moins en moins, mais encore parfois, une clause qui prévoit qu'en cas de redressement, liquidation judiciaire, le bail sera résilié de plein droit. C'est pas valable. Et puis, le droit de préférence du locataire en cas de vente par le bailleur des murs dans lesquels le fonds est exploité. Voilà, donc ça, je pense que c'est des choses qu'on connaît, le fameux 369, bail de 9 ans, avec des sorties possibles pour le locataire au bout de 3 ans, au bout de 6 ans ou à la fin du bail. C'est une clause d'ordre public avec quelques exceptions que je te laisse peut-être détailler. Voilà, donc cette possibilité de résilier tous les 3 ans, elle peut être écartée, c'est-à-dire que le bail peut prévoir une durée ferme, alors qui peut être de 6 ans, même de 9 ans, même plus, mais ça n'est possible que si, premier cas, le bail a une durée supérieure à 9 ans. Deuxième cas, lorsque les locaux sont monovalents. Bon, je ne suis pas sûr que dans le cadre des franchises, ce soit le cas. En fait, les locaux monovalents, ce sont des locaux dont la configuration fait qu'ils ne peuvent être utilisés que pour une activité. Exemple, un théâtre, un cinéma. On voit qu'on peut avoir des franchises en matière de cinéma, mais voilà, c'est ce qu'on appelle les locaux monovalents. Et lorsque les locaux sont à usage exclusif de bureau, bon, sachant que là, la jurisprudence est très, très sévère sur l'appréciation de l'usage exclusif de bureau ou d'entrepôt. Voilà. Et donc, le renouvellement, là aussi, est soumis à plusieurs conditions. Donc, une immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, donc selon l'activité. Il faut que dans les locaux, on ait véritablement un fonds qui soit exploité, donc le fonds tel qu'il est défini, alors pas par la loi, mais par la jurisprudence, donc une activité commerciale, industrielle, artisanale, une clientèle, etc. Et il faut que l'activité ait été exercée pendant les 3 dernières années du bail. Alors, soit par l'exploitant lui-même, qui est titulaire du bail, ou par son prédécesseur, si en fait il a acheté le fonds de commerce
dans les 3 dernières années. Donc là, attention, en cas de changement d'activité dans les 3 dernières années du bail, car ça peut être un motif légitime de refus de renouvellement par le bailleur. Voilà. Donc, les points à retenir aussi, un point important, c'est le plafonnement et sur quelle base le loyer est plafonné quand il est renouvelé. Je pense que c'est des questions qui se posent régulièrement et qui sont source de tension, pour le moins qu'on puisse dire, avec les bailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors la règle du plafonnement, elle est simple, en fait, elle est mathématique. Au moment du renouvellement, bon, le bailleur ne peut pas fixer le loyer librement du bail renouvelé. Il y a un calcul. Donc, en fait, on prend le loyer d'origine, donc 9 ans avant, avec l'indice ILC qui était en vigueur à ce moment, et on multiplie par l'indice ILC paru 9 ans après. Ouais, donc c'est une règle mathématique. Mais ce serait trop simple, cette règle du plafonnement du loyer, elle n'est pas d'ordre public, donc on peut y déroger. On peut y déroger soit parce qu'on est dans un bail d'une durée de 9 ans avec une clause qui le prévoit expressément, soit parce que la valeur locative est inférieure au loyer qui est obtenu en application de la règle mathématique que je vous ai rappelée, soit parce que le bail est supérieur à 9 ans, soit parce que pendant ces 9 années de durée du bail, il y a eu des modifications des facteurs locaux de commercialité. Alors, un facteur classique, c'est l'achalandise qui a augmenté, une zone commerciale qui est devenue beaucoup plus attractive qu'à l'origine du bail. Donc, autre cas de déplafonnement, les locaux à usage exclusif de bureaux ou les locaux monovalents. Alors, le déplafonnement du loyer, ça ne veut pas dire que le bailleur peut fixer le loyer comme il l'entend. C'est-à-dire qu'il peut fixer le loyer à la valeur locative. Donc, bien évidemment, s'il invoque le déplafonnement, c'est que la valeur locative est supérieure au montant du loyer qui est obtenu en application de la règle mathématique. Mais bien évidemment, il doit aussi le justifier. Et souvent, quand il y a des litiges comme ça sur la fixation du loyer renouvelé, la valeur locative, elle est déterminée par des experts. Alors, soit experts nommés à l'amiable, soit à défaut, experts nommés par le tribunal. Donc, si je comprends bien, un point d'attention important, c'est si la zone évolue, on avait un bâtiment commercial isolé, perdu dans la brousse. Derrière, on a une zone qui se construit, ça prend de la valeur. Là, le bailleur est en droit de sortir du cadre du plafonnement et d'augmenter le loyer pour l'ajuster à la valeur locative du marché. Voilà, tout à fait. Alors, autre précision concernant la valeur locative, au moment du renouvellement, quand on est dans le cas du loyer plafonné, en fait, il est aussi possible que la valeur locative, elle soit inférieure. Alors là, bon, c'est pas très bon, mais parce que le prix d'immobilier a diminué dans la zone concernée, ou parce que à la limite, l'attractivité de la zone a diminué. Donc là, le locataire, il peut demander à ce que son loyer il soit revu à la baisse et fixé à la valeur locative. Et là, sans qu'on soit dans un cas de déplafonnement. Puisque, en fait, le loyer du bail renouvelé, il est soumis à un double plafond, la valeur locative et la variation de l'indice des loyers commerciaux.
Donc, si au moment du renouvellement, le locataire considère que le loyer qu'il paye est trop élevé et ne correspond plus à la valeur locative, il peut invoquer une diminution de son loyer. Alors là, toujours, on en vient à justifier que la valeur locative est inférieure par le recours à des experts. Ok, donc ça peut aller dans les deux sens. Pour passer au slide suivant, donc, on reprend un petit peu ce qu'on vient d'évoquer. Donc, la révision se fait donc tous les 3 ans, ce n'est pas une révision annuelle, c'est ça? Alors, c'est la révision légale, elle se fait effectivement tous les 3 ans. Et elle se fait sur l'indice des loyers commerciaux, si on est sur une activité commerciale, artisanale, ou l'indice des activités tertiaires, si on est sur des activités plus intellectuelles, alors libérales, ou activités de bureau. Mais, donc ça, c'est la révision légale qui est de droit. Par contre, dans le bail, on peut prévoir une clause d'indexation qui va prévoir une périodicité différente, par exemple tous les ans, et un indice différent, c'est-à-dire notamment l'indice du coût de la construction. Donc ça, en tant que preneur, faut bien vérifier si le bail contient ou non une clause d'indexation. Parce que si le bail contient une clause d'indexation, le loyer pourra être révisé tous les ans. Et bien souvent, en plus, elle est automatique. Parce que la révision légale, alors, elle est de droit, mais elle est soumise à un formalisme. C'est-à-dire que le bailleur doit adresser un courrier recommandé en disant en application de la révision légale, le loyer va être porté à temps, à telle date, et il faut que le locataire l'accepte. Si le locataire ne l'accepte pas, dans ce cas-là, le bailleur devra saisir la commission de conciliation. Elle est de droit, mais elle n'est pas imposée au locataire. Il a son mot à dire. Alors que la clause d'indexation, elle s'applique automatiquement. Et elle peut même s'appliquer avec un effet rétroactif. C'est-à-dire que la révision légale, c'est tous les 3 ans. Si le bailleur laisse passer les 3 ans et réagit au bout de 4 ans, la révision, il pourra l'appliquer qu'à partir du moment où il en a fait la demande. Donc, elle ne prendra effet qu'au bout de la 4e année. Alors que si on est en indexation automatique, si le bailleur oublie de réviser au bout d'1 an, il se réveille au bout d'1 an et 6 mois, il peut faire un rattrapage des loyers sur les 6 mois qu'il a zappé. Ouais, je pense que dans le concret, une bonne partie, sinon la majorité des baux ont une clause d'indexation. Ouais. J'imagine que ça protège quand même le bailleur aussi qui y tient. C'est dans un intérêt, mais ça peut se négocier. Hein. Le preneur est tout à fait en droit de contester ou de ne pas accepter que son loyer soit soumis à une clause d'indexation. Ok. Donc, on a trouvé un beau local, il est bien placé. On veut le signer rapidement parce que le franchisé s'impatiente et parce qu'on n'est pas tout seul sur le dossier. Il y a quand même deux, trois tout petits détails à vérifier en amont et des clauses clés à surveiller avant signature. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là aussi? Oui, alors au niveau des clauses, effectivement, à bien surveiller, donc on a la désignation des locaux, il faut qu'elle soit précise. Pourquoi? Parce que c'est la désignation, la désignation telle qu'elle figure dans le bail, c'est en fait ce sur quoi le preneur va avoir un droit de jouissance privatif. Donc, il est important
d'être le plus précis possible. Et notamment, si le preneur a des emplacements de parking qui lui sont propres, il faut que ça figure dans le bail. En cas et moi je l'ai vu parfois sur des parkings, au moment du bail, oui, vous aurez 3 places de parking rien que pour vous, sachant que le parking, il y a d'autres cellules à côté, qui peuvent aussi, qui ont accès au parking, où il s'avère qu'en fait, avec le temps, il y a, sur les 3 places, il y en a toujours une qui est occupée par un autre occupant. Bon, si dans le bail, il n'est pas indiqué qu'il y a 3 places de parking dans la désignation des locaux, le preneur, il n'a aucun moyen d'action. Ça a été dit verbalement au moment de la conclusion du bail, mais voilà. Le juge, lui, il ne s'en tient qu'à ce qui est écrit. Le contrat fait la loi des parties. Bon, la durée avec toutes les conséquences, on l'a vu. Donc, surtout, là, signal d'alarme, si le bail a une durée supérieure à 9 ans, attention, parce que ça a des conséquences. Alors, on peut avoir un bail d'une durée supérieure à 9 ans parce que le bailleur a fait des investissements qu'il veut rentabiliser. Et puis, prévoir dans le bail qu'il n'y aura pas de déplafonnement au moment du renouvellement, que malgré la durée supérieure à 9 ans, le preneur pourra résilier quand même tous les 3 ans. Voilà. Et ça, après, c'est des aménagements qui doivent être prévus au bail. Bon, la destination, donc très précise, notamment sur les activités. Donc ça, il faut que le preneur fasse mentionner dans le bail, au titre de la destination, toutes les activités qu'il va exercer. Alors, la refacturation des charges, notamment de la taxe foncière. Alors, dans 99,99% des baux, la taxe foncière, elle est à la charge du locataire, mais il faut que ce soit expressément prévu dans le bail. Donc, si un jour, dans le bail que vous êtes amené à conclure, on ne parle pas de la taxe foncière, surtout ne soulevez pas le point, ne dites pas et pour la taxe foncière, qu'est-ce qu'il en est, parce que si ça ne figure pas dans le bail, le bailleur ne pourra pas la répercuter sur votre tête. Bon, le dépôt de garantie, puisque là, il n'y a aucune réglementation quant à son montant. Donc, ça, c'est pareil, c'est une négociation. Il n'y a la loi ne prévoit aucun délai de restitution du dépôt de garantie. Donc, il est possible de dire de prévoir dans le bail que le dépôt de garantie devra être restitué au plus tard dans les 2 mois qui suivront la résiliation. Alors, la sous-location en matière de bail commercial, par principe, elle est interdite. Donc, il faut qu'elle soit expressément prévue dans le bail. Une clause, alors c'est pareil, qui figure souvent et qui n'attire pas l'attention, c'est quand on indique que le preneur sera obligé d'exploiter personnellement les locaux. Du coup, ça lui interdit de recourir à la location-gérance. Donc, c'est pareil, là, point à vérifier. Et puis, les restrictions en matière de cession. Donc, comme on l'a dit, la cession du bail, c'est un droit lorsque l'exploitant cède son activité, son fonds. On ne peut pas lui interdire de céder droit au bail, mais on peut prévoir un formalisme, et notamment un agrément préalable du bailleur. C'est-à-dire que le preneur, s'il cède son fonds, devra demander l'accord du bailleur. Alors, s'il cède le bail avec son fonds, l'accord du bailleur, le droit du bailleur de s'opposer à la substitution de locataire est extrêmement limité, puisqu'en fait, les tribunaux ne reconnaissent qu'un motif valable d'opposition, de refus par le preneur du nouveau locataire,
c'est si celui-ci est un insolvable notoire. Mais par contre, si une clause du bail prévoit l'obligation de demander l'agrément préalable, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, c'est un juste motif de résiliation du bail. Donc, attention aux clauses qui régissent la cession du bail. Voilà, donc un autre point sur lequel faire attention, qui est aussi source de litige, c'est tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du local. Alors, évidemment, quand on parle de franchisé, c'est le franchisé qui signe. Le développeur de réseau peut donner un peu de conseils, etc. Donc là, le webinaire a vocation à vous éclairer là-dessus, pas forcément à vous transformer en avocat, mais à vous éclairer, à voir les points d'attention sur lesquels pourra alerter vos franchisés qui, eux, sont signataires. Et donc, il y a 3 types de réparations. En général, la plupart des réparations sont mise à la charge du locataire, sauf les grosses réparations. Je te laisse détailler. Ouais. Bon, donc effectivement, comme l'a dit Guillaume, donc 3 types de réparations. Donc les réparations, ce qu'on appelle de menu entretien, ou les réparations locatives. Donc c'est l'entretien courant. Hein, ça va pas très loin. On a le gros entretien. Donc là, alors le gros entretien, il n'est pas défini par la loi. Donc ça, c'est les tribunaux qui ont été amenés à définir ce qu'on appelle le gros entretien. Bon, c'est en fait tout ce qui n'est ni menu entretien, ni grosse réparation. Donc concrètement, ça va être le remplacement des fenêtres, des volets, de chaudières, clim. Alors ça peut être des réparations onéreuses. Mais ça reste du gros entretien. Ce n'est pas une grosse réparation. Alors, les grosses réparations, elles sont définies par l'article 606 du Code civil. C'est tout ce qui touche. Alors, l'article 606 vise le clos, le couvert. La jurisprudence a une conception un peu plus large et elle considère que c'est tout ce qui touche à la structure et à la solidité du bâtiment. Donc, la répartition légale, c'est le locataire, en fait, il n'est tenu qu'au menu entretien. Toutes les autres réparations, gros entretien, grosse réparation, c'est à la charge du bailleur. Mais je n'ai même, je pense, jamais vu de bail où le locataire n'avait que le menu entretien. Parce que là, c'est pareil. Cette répartition, elle n'est pas d'ordre public et il peut être mis à la tête du preneur le gros entretien. Donc, menu entretien et gros entretien. Depuis 2014, les grosses réparations de l'article 606 ne peuvent plus être mises sur la tête du locataire, alors que jusqu'en 2014, c'était possible. Voilà, donc en conclusion, ce qui se fait dans la pratique, c'est tout est à la charge du locataire, sauf les murs, le toit et tout ce qui est structurel pour le bâtiment. Et forcément, quand on parle d'énergie, de changement de mode de chauffage, de chaudière, de clim, etc., ça, c'est plutôt des éléments qui seront à la charge du preneur, donc du locataire, sauf négociation avec le bailleur. Alors, petite précision, par exemple, bon, Guillaume parlait des murs. Un exemple concret, le bailleur décide de faire le ravalement d'une meuble. Si le ravalement il est fait uniquement pour des raisons esthétiques, on est sur du gros entretien. Donc, ça peut être à la charge du preneur. Par contre, si le ravalement il est fait parce qu'il y a des infiltrations, là, du coup, on passe sur des grosses réparations, puisque ça touche à la structure et à la solidité du bâtiment. Donc, il y a des fois, le bail prévoit une répartition, mais il y a des fois, il faut aussi rechercher l'origine
de la réparation qui est prévue. Parce que selon son origine, on pourrait être sur du gros entretien ou de la grosse réparation. Et pour la vétusté? Alors la vétusté, elle est en principe à la charge du bailleur. C'est un peu le corollaire de son obligation de délivrance. Mais ce n'est pas d'ordre public et elle peut être mise à la charge du preneur. Donc là, c'est pareil. Si dans le bail, la vétusté est à votre charge, grosse vigilance sur l'état des locaux. Parce que les réparations dues à la vétusté, ça peut aussi chiffrer. Ok, donc votre franchisé, il a exploité pendant des années, il est un bon franchisé. L'âge se fait sentir, il veut partir à la retraite, il veut céder son bail. Qu'est-ce qui se passe par rapport au bailleur dans le cas d'une cession? Alors, premier réflexe, il faut donc impérativement voir ce que prévoit la clause du bail en matière de cession. Donc, on a deux cas de figure. Le franchisé vend avec son fonds de commerce, il vend son activité. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans ce cas-là, aucune clause du bail ne peut lui interdire de vendre le bail à son successeur dans le fond. Par contre, la clause peut prévoir un formalisme et des restrictions, notamment l'agrément du bailleur, dans les limites dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, refus du bailleur doit être justifié et la justification, c'est que le successeur est un insolvable notoire. Bon, après, il peut y avoir du formalisme, obligation d'appeler le bailleur à l'acte de cession. Et ça, c'est essentiel. Si vous n'appelez pas votre bailleur à l'acte de cession de votre fonds de commerce, alors que le bail le prévoyait, c'est une cause de résiliation du bail. Donc là, ça veut dire qu'on perd tout. On perd tout, oui. Okay. Alors, si vous aviez fait appel à un professionnel pour rédiger l'acte, vous pouvez engager sa responsabilité, parce qu'il doit lui aussi s'assurer, en tant que rédacteur de l'acte de cession, que la clause restrictive de cession est correctement est respectée. Mais c'est un motif de résiliation pour le simple fait de ne pas avoir appelé le bailleur à l'acte de cession. Après, il vient pas. Donc, appeler, c'est nécessairement, c'est pas un mail, c'est un courrier recommandé pour pouvoir se justifier la preuve que vous avez bien respecté le formalisme prévu par le bail. Bon, autre cas de cession, c'est la cession isolée du bail, c'est-à-dire que le preneur ne cède pas son activité parce que souvent, il ne trouve pas de repreneur, de successeur. Voilà. Par contre, il peut céder le droit au bail. Le droit au bail, il a une valeur patrimoniale. Alors, là, par contre, le bail peut interdire la cession isolée du bail. Ça, c'est possible. Ou soumettre un agrément et le bailleur, là, est complètement libre de donner ou pas son agrément et n'a même pas forcément à le justifier. En cas de cession isolée du droit au bail, il faut absolument, bien évidemment, que le repreneur respecte la destination prévue dans le bail. Alors, on en voit encore ce qu'on appelle des baux tout commerce. Donc là, c'est l'idéal parce que vous pouvez vendre le droit au bail pour n'importe quelle activité ou des clauses plus restrictives. Mais si dans le bail, on a telle destination, la cession du bail ne pourra se faire qu'à un acquéreur qui fera la même activité. Et donc, en cas de cession, de ce que je comprends, il y a une solidarité donc, entre la personne qui cède le fonds de commerce et la personne qui reprend. Donc, ça veut dire que si au bout d'un an, le nouveau locataire ne paie plus son loyer, le bailleur peut aller chercher
le cédant et lui demander de faire le nécessaire. C'est ça? Absolument, absolument. Et cette solidarité, alors, elle a été déclarée d'ordre public par les tribunaux, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être écartée par une clause du bail. Bon, bon, le bailleur, lui, il n'a jamais intérêt à ce qu'elle soit, il n'aurait jamais intérêt à ce qu'elle soit écartée, mais voilà, c'est un point auquel vous, preneur, enfin, c'est un élément auquel vous ne pouvez pas échapper. Alors, par contre, il y a quand même aussi tout un formalisme qui doit être mis en place. Et moi, j'ai eu un dossier comme ça, un client enfin, ex-preneur cédant qui était appelé en garantie, et en fait, on a fait tomber la solidarité parce que la procédure, enfin, le formalisme n'avait pas été respecté. Alors, on a parfois dans les baux des aménagements en faveur du bailleur sur cette mise en œuvre de la solidarité avec des aménagements dans le sens de plus de souplesse. Bon, c'est pas valable non plus. Ok. Et donc, le cas particulier, retraite, invalidité, Voilà. qu'est-ce qu'on peut en dire? Et ben là, c'est en cas de prise de retraite ou de déclaration d'invalidité, vous pouvez céder le bail pour toute activité. Alors, il faut quand même l'autorisation du bailleur, mais voilà, il y a un régime particulier, alors qui est extrêmement limité parce que il faut que la retraite ou l'invalidité, soit vous êtes exploitant en entreprise individuelle, pas de problème, soit, et c'est plus souvent le cas, vous exploitez sous une forme sociétaire. Donc, dans ce cas-là, il faut que vous soyez gérant majoritaire. Et alors, gérant majoritaire, donc si on en a une lecture stricte du texte, ça ne concernerait que les SARL. Et il faut que vous déteniez donc au moins 50% du capital depuis plus de 3 ans. Bon. Le cas de cession du bail pour retraite ou invalidité, c'est vrai qu'il est assez, en pratique, il est assez rarement mis en place. Alors, ça, c'est des éléments qu'on a dit en cas de transmission, donc respecter la clause de cession avec un risque de résolution du bail. Voilà. Et en cas de cessation d'activité, qu'est-ce qui se passe? Alors, la cessation d'activité, ouais, ne met pas fin au bail. Et notamment, si vous exercez sous forme de société, vous décidez d'une dissolution amiable anticipée de la société, ok, mais ça ne met pas fin au bail. Et en fait, la dissolution, liquidation de la société, elle se fait en 2 étapes. Il y a une première étape, dissolution, et une deuxième étape qui ouvre une période de liquidation. Et à l'issue de cette période de liquidation, il y a des comptes de liquidation qui sont faits et clôture des opérations de liquidation qui entraîne la radiation de la société. Donc, si vous êtes en société, vous décidez de dissoudre la société, ça ne met pas fin au bail et en principe, la clôture de liquidation ne peut pas intervenir tant que le bail est en cours. Donc, soit il faut faire le congé à l'expiration de la période triennale, soit à l'expiration de la période triennale, soit à la fin des 9 ans, ou au-delà des 9 ans si le bail n'a pas été renouvelé. Donc, il se prolonge tacitement à tout moment. Mais moi, j'ai eu parfois des clients qui pensaient pouvoir mettre fin au bail en disant je vais dissoudre, j'arrête tout, je dis j'ai encore 2 ans je suis qu'à la première année de la première période triennale ou de la deuxième période triennale, j'ai encore 2 ans avant d'arriver à la fin de la période triennale en cours, je dissous la société comme ça et c'est pas, en fait, la société peut être dissoute, mais elle ne pourra pas être radiée, liquidée et radiée tant qu'il n'aura pas été mis fin au bail dans les conditions possibles. Donc, j'imagine que si on veut
liquider la société et qu'on est engagé sur un bail, la solution, c'est la négociation avec le bailleur et des indemnités, j'imagine, de Oui, résiliation anticipée. voilà, tout à fait. Ou alors, bon, sinon, c'est céder soit le fonds, mais, ou au moins le droit au bail. Alors là, on en revient à cas de retraite et invalidité. En cas de retraite ou d'invalidité, par contre, le bail peut être résilié par le preneur n'importe quand. Il n'est pas soumis aux périodes triennales. Alors bon, faut le justifier. Hein, donc, faut qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite ou alors qu'il ait fait l'objet d'une reconnaissance d'invalidité. Alors, on en arrive au gros morceau des centres commerciaux. Il nous reste à peu près 12 minutes, donc on va avancer. Puis n'hésitez pas aussi à vous poser vos questions si vous en avez. Sinon, si on ne peut pas y répondre directement, on vous recontactera avec plaisir. Donc, le centre commercial, c'est génial parce que c'est du flux et c'est du chiffre d'affaires. Par contre, c'est aussi des conditions d'exploitation très strictes et chose que je ne savais pas forcément. On n'est pas forcément sur un statut de bail commercial quand on exploite dans un centre commercial. Est-ce que tu peux détailler tout ça? Alors, bon, par rapport aux conditions d'exploitation strictes, bon, on va le voir. J'avance. Ouais, on va le voir un peu plus loin. Alors, par rapport à la non-reconnaissance du statut. Alors, bon, la jurisprudence tend à devenir de plus en plus souple, mais pendant très longtemps, notamment lorsqu'il y avait un supermarché à proximité, la jurisprudence, les tribunaux considéraient que, en fait, une des conditions, comme j'ai dit, pour le statut s'applique, c'est que un fonds de commerce soit exploité. La définition d'un fonds de commerce, c'est notamment la présence d'une clientèle. Or, les tribunaux considéraient qu'en fait, le fonds de commerce n'avait pas sa clientèle propre, que sa clientèle, c'était en fait la clientèle du supermarché. En gros, les clients venaient voir l'exploitant parce que, venaient acheter chez l'exploitant parce qu'ils allaient au supermarché. Bon, maintenant, c'est de plus en plus souple. Alors, il y a des cas, notamment lorsque il y a en fait l'activité, moi je l'ai vu, d'une poissonnerie qui était exploitée dans le centre, où là, dans le supermarché, où là, effectivement, les tribunaux ont considéré que le poissonnier, même si c'était pourtant un indépendant, qui louait une petite surface à l'intérieur du supermarché, le poissonnier n'avait pas sa clientèle propre. En fait, c'était les clients du supermarché qui venaient lui acheter du poisson. Donc, non-reconnaissance du statut des baux commerciaux, avec toutes les conséquences que ça implique, pas de droit au renouvellement, la possibilité pour le bailleur de résilier, pas à tout moment, mais selon les clauses du bail, mais sans application du statut des baux commerciaux. Donc, là, on revoit ce que plus en détail, ce que tu disais. Donc, pour avoir le statut de bail commercial, il faut avoir un local stable et permanent, être autonome dans sa gestion et avoir sa propre clientèle. Ouais. Alors, ça, c'est surtout bon, alors la clientèle autonome et propre, je viens de l'évoquer. Le local stable et permanent, souvent dans les cellules de galerie commerciale d'un supermarché, donc le fait d'exploiter dans une galerie commerciale d'un supermarché, ça n'entraîne pas l'absence de clientèle, hein, puisque aujourd'hui, les tribunaux admettent que les enseignes exploitées dans la galerie peuvent avoir leur clientèle propre. Par contre, et ça on le voit très souvent, lorsque toutes les cellules appartiennent à un propriétaire, la possibilité pour le propriétaire, pour le bailleur, de déplacer le fonds dans une autre cellule. Alors, souvent, des billes de taille équivalente, etc.
Et ça, attention, ça peut être considéré comme l'absence de local stable et permanent qui entraînerait une remise en cause du statut. Et puis oui, par rapport à l'autonomie de gestion, voilà, il ne faut pas non plus, en gros, que le bailleur, et parfois on le voit par des clauses, soit trop intrusif dans la gestion, dans le mode de fonctionnement du faux. Le franchisé, ça reste un indépendant. Voilà. Notamment imposer des horaires, ça c'est assez classique. Alors après, c'est un ensemble d'éléments qui pourraient, une somme de plusieurs éléments qui pourraient considérer que le preneur ne bénéficie pas du statut. D'accord. Donc, si on est dans un centre commercial avec des horaires imposés, comme c'est le cas très souvent, ça ne veut pas non plus forcément dire qu'on ne bénéficie pas de ce statut. Il faut vraiment plusieurs éléments. Voilà, tout à fait. Et donc, les clauses spécifiques dans un bail commercial, il y en a quelques-unes qu'on connaît. Souvent, le loyer est indexé sur le chiffre d'affaires. Ouais. Comment on aborde ça? Alors ça, justement, dans les baux, on va dire classiques, commerciaux classiques, c'est assez rare. Par contre, dans les baux commerciaux des centres commerciaux, effectivement, très souvent, on a cette clause de recette, voilà, où le loyer est donc fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires. Alors, soit on est sur une clause de recette pure, c'est-à-dire que le loyer dépend uniquement du pourcentage fixé de chiffre d'affaires, soit on est sur un loyer binaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois une partie fixe qui est souvent le minimum et une partie variable, donc indexée sur le chiffre d'affaires. Ok, en termes de non-concurrence, est-ce qu'on peut avoir 52 boutiques qui font la même activité dans le même périmètre? Comment ça se passe? Alors, bon, bien évidemment, ce n'est pas non plus dans l'intérêt du bailleur d'avoir 52 boutiques qui font la même activité dans sa galerie. Alors, il est possible que le bailleur reconnaisse, accorde une exclusivité au locataire. Il faut que ce soit expressément prévu par le bail. Ça, à la limite, c'est quelque chose que vous pouvez revendiquer. Alors, sauf que cette possibilité, elle est quand même limitée. En fait, elle n'est possible que si le bailleur est propriétaire de toute la galerie. Sinon, il ne peut pas légitimement, s'il est propriétaire que de 5 cellules sur 15, vous garantir une exclusivité. Et si jamais il vous vend la chose en vous disant je vais vous faire bénéficier d'une exclusivité, ben, il faut vérifier que cette clause, ce droit, il sera efficace. Et pour qu'il soit efficace, ben, il faut s'assurer que le bailleur est propriétaire de toutes les cellules. S'il ne l'est pas, la clause, l'exclusivité, elle sera inopérante. Et vous ne pourrez pas, malgré la clause qui figure dans le bail, engager la responsabilité du bailleur parce que le dédommage et intérêt peu conséquent parce qu'il aura introduit une clause qu'il ne pouvait pas assurer, mais voilà. Il pourra de toute façon il ne pourra pas vous garantir l'exclusivité. Puis il y a une clause qui peut aussi intéresser les enseignes parce que ça leur permet de verrouiller les locaux. Évidemment, si on est un bailleur de centre commercial, on peut avoir intérêt, si on fait de la restauration, à ce qu'une enseigne avec un grand M jaune vienne de s'implanter et pas forcément d'autres marques. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça que le preneur soit obligé d'exploiter telle enseigne déterminée, quelle limite? Ouais, bon, là, cette clause, elle est valable, elle n'est pas nulle en tant que telle. Le bailleur peut effectivement obligé d'exploiter sous une enseigne, mais
il ne faut pas non plus qu'elle soit trop restrictive. Alors là c'est vraiment c'est une appréciation au cas par cas. Par exemple, si le bail dit, bon, devra exploiter telle activité sous telle enseigne, et que, à défaut, le bail sera résilié de plein droit, là, effectivement, c'est une atteinte à la liberté commerciale du locataire. Donc, il faut en fait qu'il peut y avoir cette obligation d'exploiter sous une enseigne déterminée, mais possibilité, alors l'idéal c'est que ce soit prévu dans la clause du bail, avec une négociation qui pourra s'ouvrir en cas de changement d'enseigne. Ok. Et donc, si le centre commercial fonctionne bien, c'est super, il va amener du flux, etc. Par contre, si ça se transforme en centre fantôme, ce qui malheureusement a pu arriver, quid pour le locataire? Ouais. Donc, le bailleur en tant que tel, voilà, ne garantit pas le succès du centre commercial et en aucun cas vous pourrez invoquer, justifier une résiliation du bail au motif que le centre commercial se casse la figure. Alors, par contre, il peut y avoir des clauses dans le bail qui vous permettent quand même une action contre le bailleur. Alors, soit, bon, honnêtement, moi je n'ai jamais vu le bailleur s'engage à assurer la viabilité du centre commercial. Bon, dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait être un juste motif de résiliation si le centre périclite. Par contre, on a des clauses qui peuvent être un peu plus light pour le bailleur, notamment de maintenir un environnement commercial favorable. Donc, ça, ce qui veut dire que le bailleur, quelque part, s'engage à assurer la publicité, la promotion du centre. Bon. Par contre, un des éléments qui peut être invoqué, c'est le défaut d'entretien par le bailleur des parties communes, puisque ça, c'est à sa charge. Alors, ça peut être répercuté, les frais d'entretien peuvent être répercutés sur le preneur, mais c'est le bailleur qui reste gestionnaire de l'entretien des parties communes. Et moi, j'ai vu un cas où effectivement on a négocié, on a obtenu une résiliation du bail parce qu'en fait, le centre commercial était dans un état lamentable et voilà. Ok. Donc, quand on est devant un bail qui fait 200 pages, les principaux points d'attention, évidemment, on vous conseille fortement de le faire relire par un professionnel et de vous faire accompagner, mais il y a quand même des points de risque qu'il faut avoir en tête. La durée, le montant du loyer, les conditions de renouvellement, de déplafonnement, tout ce qui est charges, tout ce qui est travaux, parce que ça peut vite devenir des points de charge importants et impacter énormément la rentabilité de vos franchisés et tout ce qui concerne la destination des lieux et les clauses de cession, puisque ça impacte la transmission du commerce. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points que tu veux souligner où on a fait le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Si vous avez des questions, peut-être, n'hésitez pas. On est tout oui, on peut prendre encore quelques minutes pour y répondre. Bon. Pas de questions, on a dû être très très clair. Voilà. J'espère. Écoute, merci Franck pour ton temps et pour ton expertise. Je t'en prie, merci à toi Guillaume d'avoir initié ce webinaire. Voilà. Nos prochains rendez-vous, donc webinaire franchise Orcom. Donc, on aura un webinaire le 30 juin autour de la rémunération et comment aider vos franchisés à structurer la rémunération de leurs équipes. C'est souvent des éléments dans lesquels on n'aime pas trop mettre les mains quand on est côté tête de réseau.
parce que c'est à la limite en termes d'indépendance. Mais d'un autre côté, c'est aussi extrêmement important pour aider à la performance des points de vente, d'avoir des équipes stables et pérennes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir outiller vos franchisés là-dessus. Donc, on fera un webinaire avec une experte en droit social le 30 juin. Et puis, pour ceux qui sont sur Paris, on fera un petit déjeuner sur le patrimoine du dirigeant. Je pense que c'est bien aussi, quand on est dans une tête de réseau, de savoir comment un dirigeant, un franchisé réfléchit à son patrimoine, anticipe la suite. Et c'est pas mal d'avoir des informations à ce sujet. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des remerciements, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Et le webinaire sera disponible aussi en rediffusion. Donc on n'est pas loin. Et puis, si vous souhaitez qu'on intervienne, on est disponible aussi. On peut même faire des sessions sur des réunions régionales, sur des choses comme ça. Il n'y a pas de problème, on peut s'organiser. Voilà, très bonne journée. Merci d'avoir été présent et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.